Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11 h, Vincent Gagne pour vous retrouver. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2015. Les parlementaires allemands ont commencé leur discussion depuis 10 h ce matin, et puis lorsqu'ils auront fini de débattre au sujet donc, du troisième plan d'aide accordé à la Grèce, ils voteront. Rassurez-vous, la majorité parlementaire est très nombreuse et écrasante. Quand bien même certains parlementaires voteraient contre, il semble quand même hautement probable que la majorité parlementaire allemande valide ce qu'a accepté la chancelière allemande Angela Merkel, à savoir donc le troisième plan d'aide octroyé donc à la Grèce. Alors bienvenue, cette session du vendredi 17 juillet 2015, elle est importante pour le dollar américain, pour les marchés actions de la zone euro, le taux de change euro-dollar, le dollar canadien. Des statistiques sont attendues. Laissez-moi d'abord vous rappeler les prochaines dates liées au dossier grec, et notamment les prochaines échéances de dette publique. Alors, vous avez donc ce tableau qu'on va bientôt vous proposer au sein d'un article sur notre site, qui revient sur toutes les prochaines dates importantes. Alors je vous rappelle que la Grèce bénéficie d'un nouveau plan d'aide, mais surtout à court terme d'un prêt relais de 7 milliards d'euros. Ce prêt relais va lui permettre notamment de faire face en début de semaine prochaine à une échéance de dette vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne de 3,500 millions d'euros, 3 milliards 500 millions d'euros. Aujourd'hui a donc lieu le vote parlementaire allemand au Bundestag, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, mais en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Le principe c'est quoi? Depuis ce matin, les parlementaires discutent, ils débattent entre eux, c'est le principe d'un parlement. Donc l'idée c'était quoi? C'est la session a été ouverte à 10 h, mais ils n'allaient pas voter tout de suite. Donc ils voteront, rassurez-vous, probablement en fin de matinée. Et on peut envisager que, à l'issue du vote, cela soutienne à nouveau la dynamique haussière des marchés actions de la zone euro. Alors ce matin, notamment dans l'émission Good Morning CAC 40, je vous ai proposé un certain nombre de graphiques. Je reviens rapidement sur celui du CAC 40 et notamment sur la dynamique de ce marché des dernières années, et notamment la reprise en milieu de semaine dernière de l'indice parisien sur les 4600 points, mettant un terme à la vague corrective lettrée numéro T4, venant simplement retracer la grande avancée du marché au premier trimestre. Le marché a établi un creux majeur sur les précédents sommets de l'année 2014, sur le point de clôture du 22 janvier dernier, qui a vu donc la Banque Centrale Européenne annoncer la mise en place et le début au 9 mars de son programme de quantitative easing, donc d'achat de titres souverains. Donc rebond sur 4600 points, des cassures de résistance, 3 gaps haussiers consécutifs, cassure de résistance sur l'indicateur RSI. Bref, ce marché ira cet été en direction de ses sommets annuels. C'est la cible estivale, 5280 points pour le marché parisien. Une cible qui sera atteinte soit en juillet soit en août, là c'est plus incertain. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle le sera. En tout cas, c'est ma conviction sur ce marché action parisien. Alors voilà concrètement le graphique en données journalières de l'indice parisien que je souhaitais vous montrer dans cette émission Morning Meeting. Nous allons passer en vue tous les actifs, les paires majeures, les paires croisées, toutes les matières premières, tous les indices boursiers, avant cet après-midi de me concentrer sur Wall Street. Alors pourquoi est-ce que cet après-midi je vais me concentrer sur Wall Street? Parce que l'agenda économique est très important cet après-midi. Si les statistiques américaines sont solides, et je vous donne dans la section commentaires l'agenda du jour aux États-Unis, cela ne manquera pas de soutenir le dollar américain qui reste fort. Donc on regarde aujourd'hui, et donc cela peut représenter un risque de nouvelle cassure de support sur le taux de change euro-dollar. Alors cet après-midi, on se concentrera sur les statistiques canadiennes et les statistiques qui concernent l'économie américaine. Nous sommes donc le vendredi 17 juillet. Voici donc les chiffres qui m'intéressent cet après-midi. On va se concentrer simplement sur les chiffres d'importance moyenne et d'importance forte. Donc ce vendredi 17 juillet. Ce qui nous donne à 14h30 l'indice des prix à la consommation au mois de juin aux États-Unis. À 14h30 les mises en chantier de logements au mois de juin aux États-Unis. Et à 16h l'indice de confiance de l'Université du Michigan, la confiance du consommateur américain. Première composante du produit intérieur brut. À 14h30, il y aura la publication de l'indice des prix à la consommation de référence pour la Banque Centrale du Canada. Ça c'est très important puisque je vous rappelle que cette semaine, la Banque Centrale du Canada a abaissé pour la seconde fois depuis le début de l'année son taux principal, l'équivalent du taux de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qui a continué d'exercer une pression baissière sur le dollar canadien et notamment des cassures de résistance sur le taux de change USD CAD mais aussi sur le GBP CAD
la livre sterling qui reste la devise maîtresse cette semaine sur le marché des changes. Le dollar US arrive en seconde position. Bref, voilà donc pour l'introduction fondamentale de ce morning meeting de 11 heures. 7 minutes d'introduction, maintenant on passe au graphique et aux stratégies, si vous le voulez bien, et tout au long du point de marché, je vous invite à laisser traîner vos questions et éventuellement partager vos graphiques. Je suis en mesure de les rendre publics à tous les participants, donc allez-y, ne vous gênez pas. Le taux de change euro-dollar. Alors, le taux de change euro-dollar, la semaine est particulièrement limpide. Elle se présente ici sous vos yeux à l'aide des bougies japonaises en données horaires. Tout a commencé donc par un double top sous les 1,12 $, cassure de la ligne de coup le lundi 13 juillet, pullback le 14, il y avait donc à la fois la possibilité de vendre à la cassure, à la fois la possibilité de vendre au pullback. Le marché est retombé sur une importante zone support, comprise ici entre 1,0970 $ et 1,10 $. Cassure du support. Cette cassure de support engageait comme cible tous les points bas ici du mois de mai dernier. Première cible à 1,0887 atteinte puis dépassée, la seconde 1,0863. Le taux de change euro-dollar s'est stabilisé sur 1,0863. Pourquoi? Parce qu'hier, la Banque Centrale Européenne a rappelé son optimisme quant à l'évolution des prix au sein de la zone euro à horizon 2017. D'autre part, elle reste en soutien de la Grèce, du système bancaire grec. Elle a notamment réouvert l'enveloppe de liquidité d'urgence aux banques privées grecques et augmenté d'ailleurs son amplitude de 900 millions d'euros. Donc les banques grecques d'ailleurs ouvrent à nouveau à partir de lundi. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont se remettre à fonctionner normalement, même si la Grèce repart pour une nouvelle ligne de crédit sur 3 ans. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de la Grèce, hein, concrètement, c'est pas terminé, mais simplement ça redevient une trame de fond, du bruit régulier, mais ce n'est plus un risque systémique immédiat. En tout cas, plus maintenant. Le taux de change euro-dollar. Tout au long de la semaine, j'ai évoqué avec vous l'importance du niveau des 1,09, 1,0820. C'est ce que j'estime être le pivot technique. Alors globalement, le taux de change euro-dollar il est resté couvert ici, c'est ce que vous constatez sur ces bougies japonaises en données journalières, par une ligne de tendance baissière en place ici depuis l'été 2014, qui a agi à la fin de l'été. Double sommet sous 1,1466 $, baisse et retour au contact d'un pivot. Pourquoi? Parce que ce niveau des 1,0850, 1,09 $, c'est tout simplement la ligne de coût ou ligne d'activation d'une structure chartiste qui pour l'instant n'est que potentielle sous les double top sous les 1,01460 $. Donc ça c'est très important. Si le marché bascule sous les 1,0850 à la faveur par exemple de chiffres de l'inflation aux États-Unis au mois de juin très solides, et c'est ce qu'anticipe d'ailleurs le marché, eh bien on retournera en direction des plus bas annuels en juillet et en août, qui se trouvent donc à 1,05 $. Mais ce n'est pas fait, je n'anticiperai pas la cassure du support, c'est simplement un seuil technique décisif qu'il convient donc de surveiller. Pour ce qui est maintenant du court terme et le court terme immédiat, suite à la Banque Centrale Européenne et notamment à la conférence de presse de Mario Draghi, le taux de change a quitté sa tendance baissière en place depuis le début de la semaine pour s'établir dans un range. On dit donc que la tendance elle a changé, elle ne s'est pas inversée. Ce changement de la dynamique s'illustre avec l'analyse graphique, avec ici un trading range chartiste entre 1,0850 justement et 1,0916. Donc 1,0850 je vais l'établir ici, voilà, entre 1,0850 et 1,0916. C'est la nouvelle phase de transition latérale à l'intérieur duquel le taux de change est enfermé. Il peut en sortir par le bas, et cela se jouera bien sûr avec le cadre économique américain qui sera donc décrit cet après-midi, le vendredi 17 juillet 2015. Donc pour le moment, on est dans le range. On n'est pas réellement au contact de la première résistance, puisque cette première résistance, elle passe à 1,0916, mais ça fait plutôt range dans le cadre d'une tendance baissière. Donc si on a des chiffres US solides, l'idée c'est justement d'aller chercher ce niveau des 1,0820 $. Donc voilà, finalement pas de volatilité forte ce matin. Cela peut changer lorsque on prendra connaissance des résultats du vote au Bundestag, l'Assemblée nationale allemande. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. Maintenant, tour d'horizon des autres paires majeures. L'USD CAD, vous en connaissez les tenants et les aboutissants sur le plan des fondamentaux. C'est ce qu'on a tenté de vous décrire tout au long de la semaine, notamment depuis mercredi, la baisse surprise du taux d'intérêt principal de la Banque du Canada.
Cassure haussière des sommets annuels à 1,2834 avec une explosion du volume d'échange réel. Puis le marché s'est établi dans un trading range. Je vais zoomer ici en utilisant les bougies japonaises en données horaires. Il s'est établi dans un trading range en retraçant à peine 23% de cette grande jambe de hausse. Regardez l'explosion du volume d'échange à la cassure de la résistance. Et lorsque le marché était dans un range, l'écrasement. C'est un schéma hyper classique de pause avant redémarrage de la tendance haussière. C'est ce qui s'est passé. Cassure du haut du range à 1,2950 et ce matin pullback sur 1,2950 et ça relance. Bref, c'est haussier. Et cet été, je vise un 30,60. C'est ce que je vise donc cet été, un 30,60. Alors, puisque je vous parle de l'USD-CAD, laissez-moi faire une aparté sur le prix du pétrole. Ce que je vous propose depuis le début de la semaine, et je vous ai proposé aussi ce matin un article sur notre site, notamment depuis donc l'accord conclu sur le nucléaire entre l'Iran et les Occidentaux, un prix du pétrole qui est sous pression depuis la fin du mois de juin pour deux raisons fondamentales. D'une part, les perspectives d'évolution de l'offre, et d'autre part, la tendance haussière du dollar américain. Sur le plan technique, le prix du pétrole il est resté couvert par cette oblique de résistance. C'est probablement parce que la Banque centrale du Canada a envisagé que le prix du pétrole reste faible qu'elle a décidé de baisser ses taux. Je vous rappelle que le Canada exporte énormément d'énergie et notamment de pétrole. La baisse du prix du pétrole réduit ses revenus. Donc, sur le plan de l'analyse technique, l'idée c'est quoi? Sous la première résistance à 54 $, ici sur le pétrole, le risque est à la baisse. Vous avez ici une extension de Fibonacci, une jambe de baisse, un range. Je vise toujours 50 $ et un retour à 47,16 $. Ici, sur le prix du pétrole, cela va dans le sens donc de davantage de hausse du taux de change USD-CAD, mais pas seulement, aussi du taux de change GBP-CAD. Le GBP à la main, quelle est la meilleure façon d'observer que la livre sterling à la main sur le marché des changes? C'est d'étudier le GBP-USD. Le câble, pourquoi? Parce que la livre sterling et le dollar américain partagent dans le cycle monétaire le statut de devise forte, tout simplement parce que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale sont les deux seules banques centrales occidentales pour lesquelles le marché envisage un resserrement de la politique monétaire. Donc le GBP-USD, c'est le combat des titans, ce sont les deux monnaies fortes, et ce que nous dit l'analyse technique du GBP-USD, c'est que dans ce choc, la livre sterling l'emporte, et elle l'emporte cette semaine, notamment depuis ici donc la cassure des 1,50 $, le câble, le surnom du GBP-USD. Pourquoi? Parce que à l'époque ça faisait référence au câble transatlantique qui reliait donc les États-Unis et le Royaume-Uni pour communiquer. Donc voilà le câble GBP-USD. Bref, elle est en tendance haussière, elle a brisé les 1,5550, elle est évoluée hier matin dans la partie basse d'un canal de hausse. Pour l'instant, le marché se stabilise sous les 1,5874, mais tant qu'on évolue dans ce canal, l'idée c'est d'aller plus haut. Attention tout de même cet après-midi avec les statistiques américaines qui pourraient faire qu'on s'établisse dans un rectangle, et notamment celui-ci. Voilà. Donc entre 1,5550 et le niveau des 1,5673. Donc je vais ici le positionner. Par contre, c'est une paire de devises qui m'intéressera toujours lorsqu'elle sera au contact d'un niveau de support. En tout cas, voilà donc ce que je vous propose sur le GBP-USD. Donc le taux de change euro-dollar, vous l'avez compris. Le GBP est en forme. C'est d'ailleurs pour cette raison d'ailleurs que l'euro-GBP, lui, ne l'est pas. L'euro-GBP qui s'est enfoncé. L'euro-GBP qui a cassé ici les plus bas à 0,7013. Où peut à terme aller l'euro-GBP? On peut jeter un œil ici au chandelier weekly. On a quand même une semaine qui est fermement baissière pour l'euro-GBP. En cours de clôture, on enfonce ce niveau. L'idée, c'est de se replier maintenant en direction des 0,69. Et ce sera la cible que je défendrai donc désormais sur l'euro GBP. Je vais revenir ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. Alors je vais aussi par contre, je vais simplement retirer ça parce que c'est plus très lisible. Voilà, hein. On a réellement donné le signal de vente lorsqu'on a cassé cette oblique. Donc elle a été brisée le 14 juillet. Depuis on a chuté. Maintenant on a une première résistance ici et sous cette résistance, la cible que suggère l'analyse technique, c'est donc un retour à 0,69. Je vais donc le positionner et première résistance sur le niveau des 0,7013. Alors voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'euro-dollar, l'USD-CAD, le GBP-USD et l'euro-GBP.
Maintenant, qu'en est-il des autres paires majeures? L'USD Yen notamment. L'USD Yen est toujours soutenu parce que c'est un baromètre du risque, notamment le positionnement sur le marché d'échange du Yen. Le retour des capitaux sur les actions a fait sortir les capitaux du Yen japonais. Ce dernier est sous pression, notamment face aux devises fortes que sont la livre sterling et l'USD. Le taux de change USD-Yen a validé en début de semaine une structure en épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de coup à 128,86. Le pullback le 14 juillet. Vous avez ici une extension de Fibonacci qui propose les cibles théoriques de cette structure en épaule, tête, épaule. Premier support 123,72. La cible a été approchée mais n'a pas été atteinte. Donc je pense toujours que ce marché peut monter en direction des 124,38. La UD-USD lui aussi est sous pression, simplement le rythme de baisse a ralenti. Je mets désormais davantage en évidence ce canal de baisse. Là aussi, si cet après-midi les chiffres US sont forts, ce marché peut reprendre donc sa dynamique baissière. L'once d'or. Alors, l'once d'or, vous avez sur notre site un article qui explique pourquoi ce marché n'a pas attiré les capitaux durant la période de risque en juin, pourquoi ce marché recule, le lien qui existe avec le dollar américain, et enfin une analyse technique qui est sans appel, qui ne donne que des signaux techniques baissiers depuis le 18 juin dernier, au lendemain de 2 jours de réunion du FOMC, le comité de politique monétaire qui décide des perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le marché est donc retombé en direction de ce niveau de prix horizontal important, ici, à 1142 $, il le teste. C'était un point important ici le 30 novembre, c'était un point important le 17 mars. Je pense que ce support peut céder. L'idée par contre, c'est de toujours exploiter ce canal de baisse et notamment de passer à la vente en haut. Alors, ça c'est ce qui m'intéresse et à terme, si on casse les 1140 $, je viserai donc un retour en direction ici des 1130 $. Alors, je continue ce tour d'horizon. Étant donné que je viens d'évoquer l'once d'or, on va parler de l'argent et du cuivre. Vous allez voir que le cuivre est dans d'autres dispositions techniques, parce que le cuivre ce n'est pas un métal précieux, c'est un métal industriel, et qui est notamment lié aux perspectives économiques en Chine, qui se sont améliorées. Les marchés boursiers chinois se sont stabilisés. L'argent métal, comme l'once d'or, sous pression, canal de baisse, depuis la cassure des 15,27 $. La baisse est relancée, c'est désormais la première résistance et le scénario c'est de retomber en direction des 14,66 $, sous donc cette première résistance à 15,27 qui sont les plus bas du mois de mars dernier. Le cuivre. Alors le cuivre c'est différent, même si là aussi le marché reste sous pression. Il y a une ligne de tendance baissière que je surveille sur le cuivre, elle s'établit ici. Le marché reste couvert pour l'instant. On a eu une réaction début juillet au contact des plus bas annuels, mais malgré tout cela retombe. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement dollar US. Je suis quand même plus méfiant à court terme puisqu'on a ici un support à 2,50. On le travaille. C'est pas évident de dire ce qui peut se passer, mais au fond, en étant réaliste, mieux vaut privilégier la tendance de fond et notamment ce canal. Malgré tout, au-dessus des 2,50, j'éviterai quand même de croire que ce marché peut déraper. C'est moins limpide du point de vue de l'analyse technique. Je dirais qu'on est désormais dans cette zone de neutralité ici sur le prix du cuivre. Donc voilà, je vous invite à avoir une vision de marché, je dirais, davantage neutre sur l'évolution du copper sur le marché des changes. Les indices boursiers de la zone euro sont haussiers, c'est certain, vous le savez depuis le milieu de la semaine dernière. L'analyse technique a permis réellement tout au long de la semaine d'attraper les signaux positifs, permettant de viser tout un tas d'objectifs de cours qui sont des niveaux de prix du mois de mai dernier. Le signal technique majeur a été donné sur le CAC hier au débordement de cette oblique de résistance, permettant de viser 4000, 5095, 5150 et 5194. Sur le court terme, je vais zoomer, le marché consolide à plat, consolide après avoir établi une jambe de hausse. Pour l'instant, tient le premier support à 5113. Je considère toujours que si on a une incursion du marché entre 5056 et 5095, ce serait une bonne opportunité de se placer. On avait une div
le marché est tellement fort qu'il se contente de l'épurer à plat. Donc la divergence indique simplement une modification du rythme de marché. La hausse était verticale, maintenant on est à l'horizontale. C'est tout ce que dit les indicateurs, c'est tout ce que disent les indicateurs de momentum. Et c'est vrai que l'indicateur technique RSI en fait donc partie. Bref, pour le moment, le CAC tient son premier support, reste dans un range 5113. Tant qu'on reste dans le range, c'est plutôt une configuration boule. Il est vrai que si d'ici la fin de matinée, on prend connaissance des résultats du vote au Parlement allemand, on peut tout à fait retendre en direction des 5150. Je vise en juillet les 5194. Et je cherche donc des niveaux de support pour passer long. Qu'en est-il maintenant du DAX? Le DAX se replie davantage. Le DAX est en train d'effectuer un pullback en direction de son premier support à 11 633 points. C'est un point d'achat. En réalité, la zone qui me paraît très importante pour acheter le DAX, pourquoi il y a de la vol sur le DAX? C'est probablement parce qu'actuellement les parlementaires allemands débattent. Mais j'estime que si on a une incursion du marché à nouveau entre 11 567 et 11 603, ça se paye. Mais le niveau vraiment important horizontal, c'était les sommets du mois de juin. Donc 11 633 pour un achat et viser 11 795 et 11 889 les sommets du mois de mai. C'est une stratégie qui me paraît importante. Donc pour l'instant, on se replie. On retrace une partie de cette jambe de hausse. Je peux d'ailleurs la travailler en retracement. Et regardez, c'est un bon 50%, 11 633. Donc voilà. C'est donc pour toutes ces raisons, hein, en retracement et chartiste, que les 11 633, 11 635 points vont m'intéresser ici sur l'indice allemand DAX. Donc voilà, ça c'est un niveau de retracement qui me plaît à suivre, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité de se placer. Sur le CAC, on a ce support à 5110, mais surtout sur le DAX, le niveau des 11 633, je pense que vraiment ça peut être un niveau très important ici à suivre. Alors, il y a d'autres paires de devises qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me poser les questions, ça peut être le GBP CAD, le GBP AUD ou les paires en yen, le GBP yen, l'euro yen, etc. Il y a des dynamiques qui sont quand même appuyées sur les marchés, notamment sur la livre sterling qui est quand même particulièrement forte. Je vais simplement... Alors c'est pas celle-là que je voulais regarder, c'est ni celle-ci. Je remets l'USD CAD. Un mot sur le Bund. Alors, le Bund, le principe c'est quoi? Le contrat s'est stabilisé en juin sur 1% de rendement. Mieux que ça, le contrat s'est stabilisé après avoir retracé 50%, le ratio ici, de toute son avancée depuis l'été 2013. Les taux obligataires reculent au sein de la zone euro, la Banque centrale est là. D'ailleurs, le programme de quantitative easing consiste bien à acheter en grande partie ce contrat. Ma conviction sur le Bund, c'est que désormais il tiendra le niveau des 149 et qu'il faut donc continuer à chercher des achats sur ce marché, à l'image un peu du schéma qui s'était déployé au premier trimestre. Maintenant, à court terme, sur le plan chartiste, c'est pas non plus hyper limpide. On a aussi tenu cette ligne de tendance, hein, donc ça c'était plutôt important. Donc j'estime que chaque test de cette ligne de tendance est intéressante pour acheter le Bund. Maintenant la dynamique s'est davantage neutralisée. Je vais voir maintenant avec vous qu'est-ce que nous enseignent les chandeliers intraday. Écoutez, pas grand chose, si ce n'est que on a probablement la possibilité de tracer ce type de figure. Probablement un range qui est en train de prendre une nature triangulaire. Et au moment où je vous parle, on se retrouve en plein milieu du range. Donc en plein milieu d'un triangle symétrique, pour des stratégies de marché, c'est tout de suite plus compliqué. Mais voilà. Voilà, ça c'est clairement la figure à surveiller. Ça c'est réellement la figure à surveiller. Donc je vais réajuster l'oblique de tendance proprement. Voilà. Non, j'arrive pas à l'ajuster proprement. Alors, je vais zoomer. On va attraper la mèche du marché. Voilà. Voilà. Là, on a une ligne de tendance qui sera propre. Voici.
Et voilà. Donc l'idée c'est quoi? On voit bien que le marché à travail cette importante ligne de tendance. Le niveau de prix des 149, moi c'est ce qui m'intéresse. Cette configuration en triangle, voilà dans quoi se retrouve pour le moment le marché action, le marché obligataire allemand. Euh, donc c'est neutre. C'est neutre, on s'est stabilisé, mais tout de même sur des niveaux de taux qui sont très bas. Donc ça, ce sont des facteurs de soutien pour les indices boursiers européens, notamment donc le CAC et le DAX, ou de manière générale l'Eurostoxx 50. Alors les marchés actions US, j'en parlerai cet après-midi, notamment dans le Wall Street Insider. Les marchés actions US qui ont tenu des niveaux de support majeurs, notamment les 2040 points du SP500, qui est le range en place depuis le mois de mars dernier. L'idée c'était de remonter en direction des sommets annuels. Actuellement, on est en train de vivre la saison de publication des résultats trimestriels. Plus de 50 sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs résultats. 73% d'entre elles ont battu les attentes en termes de bénéfices par action. On attend la semaine prochaine Apple. L'idée c'est quoi? C'est que Wall Street pourrait dépasser cet été ses sommets annuels. Mais il ne faut pas l'anticiper, ça reste un gros rectangle. Bon, j'en dis davantage sur les marchés actions US tout à l'heure dans le point de marché Wall Street Insider. Alors, donc en effet, le Canada n'exporte pas que du pétrole. C'est une économie qui est extrêmement diversifiée. Donc bien entendu que l'économie canadienne est extrêmement diversifiée, à l'image des économies occidentales d'ailleurs. Mais malgré tout, dans les perspectives d'évolution des prix, le prix de l'énergie compte beaucoup au Canada, dans le régime des prix. Et forcément, c'est ce qui invite aussi la Banque centrale du Canada peut-être à se réajuster sur la réserve fédérale. Le taux de la réserve fédérale c'est 0,25. En début d'année, le taux de la Banque centrale du Canada c'était 1%. Donc elle se réajuste. Elle a fait 0,75, 0,50. Elle pourrait s'arrêter là. Pourquoi? Parce que la Fed, elle, pourrait remonter à 0,50. Et finalement, on retrouverait un alignement des cycles monétaires de deux économies qui sont quand même très liées. Enfin, l'économie américaine est sûrement très importante pour celle du Canada. Bon, l'inverse est peut-être moins vrai. Mais voilà. Alors, je voulais mettre du cuivre. Ok, Homer, bonjour. Alors, bonjour. Question sur le DAX. Alors, bonjour, le DAX, plouf. Alors, le DAX, pas plouf, c'est du bruit, ça, ce qui se passe. Voilà, le DAX, c'est ça depuis le 8 juillet. C'est 1000 points de hausse. Donc, le DAX, ça monte. C'est rien du tout, ces micro-phases de consolidation. C'est justement parfait pour prendre le train en marche. Mon opinion sur le DAX, comme expliqué tout à l'heure, c'est qu'on peut exploiter la zone 11 567, 11 633 pour se placer. Et je serais même plus précis, 11 633, 11 635. En plus, c'est un ratio de retracement de Fibo. C'est 50% de la dernière jambe de hausse. Donc je le positionne ici. Voilà, hop. Donc c'est ce ratio-là. Donc je pense que c'est tout à fait susceptible de tenir lorsque le marché prendra connaissance des résultats du vote au Bundestag. Alors bonjour Philérix, non, au contraire, moi les indicateurs de momentum j'aime beaucoup. Et donc c'est très bien si tu as prévu de leur faire un vrai cours sur la façon saine d'interpréter le momentum. On a aussi un très bon webinaire chez DailyFX que d'ailleurs je vais réanimer la semaine prochaine sur un certain nombre de choses à savoir. Tout d'abord la vraie question, qu'est-ce que c'est le momentum du marché? En revenir à la base, l'indicateur de momentum, ce qu'on appelle sur la plateforme FXM le ROC, le Rate of Change. Et puis le RSI, la formule du RSI, mais plus que la formule du RSI, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un RSI à 70, ça veut dire quoi dans les faits? Au-delà de la formule mathématique, l'interprétation. Lorsqu'on comprend ce qui se cache derrière un indicateur de momentum, on sait ensuite l'utiliser. Alors bonjour Xavier, vous souhaitez qu'on passe en revue l'euro AUD? Est-ce possible? Oui, ça l'est tout à fait. C'est parti. Alors, vous avez donc sous les yeux un graphique en données 4 heures de l'euro AUD. L'euro AUD évolue dans un canal de hausse, le dollar australien essentiellement sous pression. Le marché a consolidé depuis les 1,50, c'est un chiffre rond, c'est une résistance horizontale. Et lorsque vous vous concentrez sur les bougies en données 4 heures de l'euro AUD, on avait fait ici une shooting star. Donc, je vais simplement aussi tracer cette ligne de tendance, voir si elle a une quelconque utilité. On a eu ici, je pense, en horizontal, une structure de sommet en épaule, tête-épaule.
Je suis donc méfiant sur ce que ce marché fait à court terme. On avait ici un semblant de div, donc voilà, on voit que le marché se stabilise. L'euro, il est vrai, se stabilise. On a un niveau horizontal ici qui fonctionne à 1,4640, donc je le positionne. Mais on a aussi et surtout un canal de baisse qui agit quand même à court terme. Donc voilà comment je le décortiquais rapidement sur le plan de l'analyse technique. C'est une phase de baisse mais qui est progressive. L'idée quand même, c'est que on finisse par revenir au contact de la partie basse de ce canal. À très court terme cependant, il est possible que le marché revienne tester une forme d'apex ici. La conjonction de ces deux lignes, mais j'estime qu'on a donc une résistance à 1,48. Remonter à 1,48, pourquoi pas, 1,4780, 1,48. Par contre, c'est une résistance qui est susceptible d'être vendue par le marché. Et puis à terme, retomber ici dans le bas de canal. Alors, bonjour, comment se fait que les banques grecques n'ont plus de cash? Qu'est-ce que les prêts octroyés? Alors, pourquoi les banques grecques n'ont plus de cash? Qu'est-ce qui fait qu'une banque privée peut s'appuyer sur un matelas de liquidité? Ce sont les dépôts. La base de l'activité bancaire, ce sont les dépôts. Depuis plusieurs mois, les Grecs, les consommateurs grecs, les épargnants, ont retiré l'essentiel de leurs dépôts. Donc elles n'ont plus de cash. Voilà, c'est ça la raison. Alors, la Banque centrale du Canada est naturellement liée à la Fed. Pourquoi? Parce que l'économie du Canada est liée en partie à l'économie des États-Unis. Les cycles monétaires sont proches, mais tout de même différents. La structure de ces deux économies est différente. La preuve en est, le taux de change USD-CAD n'est pas plat. Ce n'est pas un range, c'est une ferme tendance. Donc il y a quand même des choses différentes. Mais globalement, dans le cycle économique général, ces deux économies sont proches. Ok, donc il y a plein de questions, j'y réponds. Alors, bonjour Jean de la formation du 10 juillet. Bonjour, vous étiez donc présent à la journée en immersion. Comment ai-je défini la zone 11567, 11633? Donc c'est parti, je vous explique pourquoi. Je vais tout reprendre depuis ici le début. L'idée c'est quoi? À la cassure du DAX le 10 juillet, du canal baissier en place depuis le 13 avril, on avait la conviction finale que le marché était enfin sorti par le haut de plusieurs semaines de consolidation. Donc en gros la fin de la vague 4. Ce qui permettait de viser les sommets ici du mois de juin, les 11633. On les a débordés de manière significative, changement de statut. Je pense que désormais c'est donc un niveau de support. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On constate que le DAX a formé ici un sommet à 11567 qui correspondait à ce niveau horizontal, donc ça agit comme résistance, puis l'a débordé. Lorsqu'on déborde une résistance de manière significative, cela devient donc un niveau de support. On l'a débordé à la faveur d'un grand corps intraday, donc j'estimais à ce moment-là qu'on pouvait utiliser ce niveau pour un support, pour un achat lorsqu'on était là, sauf que le marché a dépassé les 11633 points, les sommets du mois de juin, de manière significative. C'est pour cette raison que j'estime que désormais cette zone est une zone d'achat, mais naturellement je pense que les 11635 points sont probablement le meilleur niveau. Mais globalement, je délimite cette zone. Et j'aurais presque envie de dire que c'est sous cette zone qu'il faut mettre un stop, par exemple, pour une stratégie à court terme, si on souhaite se mettre à l'achat sur les 11630 points. Alors, y a-t-il... alors, on a en effet des webinaires enregistrés sur les banques centrales. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est aller dans... Tout simplement, je vais vous donner l'URL de la chaîne YouTube d'EliFX France et je vais vous montrer où se passent les choses en fait. Lorsque vous êtes sur la chaîne YouTube d'EliFX France, vous avez donc ici une section, alors c'est cette section là, formation trading. Donc je vous donne le lien vers, donc je l'ai mis dans la section commentaires. Vous avez ici la section éducative de la chaîne YouTube. Ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser le moteur de recherche propre à la chaîne YouTube d'EliFX France pour chercher les mots-clés.
Vous voyez qu'il y a des conférences sur la Grèce. Il y a ici une vidéo apprendre le trading des divergences sur le RSI. Ici vous avez les indicateurs de volume. Là vous avez apprendre à trader le dollar néo-zélandais. Comment trader le forex. Les fourchettes d'Andrews. Les bases de l'analyse technique. Sommes-nous dans une bulle spéculative, les effets du QE sur le marché, les éventails de Fibonacci, enfin bref, il y a je sais pas, 200 ou 300 vidéos éducatives. Donc y a-t-il quelque chose sur les banques centrales? Probablement. Je vous invite à l'explorer cette chaîne et puis à chercher. Voilà. De rien donc pour le lien. Alors, le Canada souffre-t-il de la baisse du prix des métaux précieux? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'économie du Canada, ni de la structure du commerce extérieur du Canada, sachant que le commerce extérieur participe, c'est une des composantes du produit intérieur brut. Je vous invite à chercher la réponse. C'est quelque chose qu'on peut trouver notamment sur des organismes statistiques, et notamment sur le site du département du commerce du Canada. Vous aurez toute la structure, mais je pense que le Canada exporte des métaux. Et je pense que le Canada exporte aussi des métaux précieux. De manière générale, l'économie du Canada souffre de la baisse du prix des matières premières, dans leur ensemble, pas seulement du pétrole. Donc là, je vous invite à faire la recherche. Je ne suis pas spécialiste de tout. Mais si vous êtes avec nous cet après-midi et que vous avez la réponse d'ici là, revenez dans l'émission Wall Street Insider cet après-midi pour nous proposer la réponse. Et pourquoi pas un graphique qui montrerait la structure des exportations du Canada. Ça nous aidera à faire un lien entre la dynamique générale du dollar canadien et le prix des matières premières, et notamment un lien entre le taux de change USD-CAD et le prix de l'or, le prix de l'argent, le prix du pétrole, le prix du cuivre, etc. Il est 11h40, le morning meeting est terminé, merci d'y avoir participé. Prochain point de marché intraday, le 13h des day traders à 13h, en version très courte et très intraday, le CAC, le DAX et l'euro dollar. Donc à tout à l'heure, et d'ici là, bon appétit à toutes et à tous.